Bonjour et bienvenue dans notre podcast des projets scientifiques intuitifs. Aujourd'hui, nous tenterons de répondre à la question: pratiquer la vision à distance nécessite-t-elle un don ou peut-on simplement l'apprendre? C'est une drôle de question qu'on se pose uniquement en France ou dans les pays latins, puisque outre-Atlantique ou en Asie, on attribue davantage le mérite au travail et non à un don ou à quelque chose d'inné. Est-ce obligatoire d'avoir un don dans ce cas-là? Avant tout, voici quelques hypothèses pour écarter, selon nous, la nécessité d'un don. Premièrement, d'où viendrait ce don? S'il est dû à une entité, à un dieu, à un ange gardien ou au grand yaka, cela entraîne d'autres questions, comme premièrement son existence, les raisons qui vous ont fait octroyer ce don, également les raisons qui vous permettent de l'utiliser. On est assez loin des considérations scientifiques, et surtout, on se rapproche un petit peu trop des croyances. Deuxièmement, peut-être sommes-nous uniquement un canal de communication. En effet, on pourrait à nouveau se poser la question de la pertinence des informations que nous recevons, qui les donnerait, et surtout, pourquoi. Nous pouvons également imaginer que ce canal de communication serait rompu par cette entité à tout moment. Finalement, cette deuxième hypothèse a assez peu d'intérêt, si nous sommes juste qu'un poste de radio. Une troisième hypothèse serait que nous serions seuls acteurs de nos visions à distance, nos séances. Ça devient un peu plus intéressant ici, puisque on pourrait très bien imaginer qu'avec le travail, avec une pratique assidue, nous pourrions améliorer notre façon de travailler. Cependant, nous devons également ne pas écarter l'hypothèse de l'absence de don. Peut-être nos résultats sont juste l'interprétation de coïncidences et un simple heureux hasard qui se déroule sous nos yeux. Il serait donc intéressant de trouver les arguments pour réfuter cette quatrième hypothèse, l'absence de don, et confirmer la troisième, celle où nous sommes seuls acteurs de nos séances de vision à distance. Pour cela, nous allons utiliser un outil mathématique, les statistiques. Au moins, avec cet outil, nous n'aurons aucune interprétation abusive, les coïncidences apparaîtront, nous pourrons les écarter de nos résultats. Nous distinguons deux types de séances. La première, celle des visions à distance faites sur papier, à partir d'une cible, où nous détaillons petit à petit des éléments, nous décrivons cet objectif, cette cible, avec des adjectifs, des dessins peut-être. Pour ce genre de séance, nous estimons qu'une réussite est due lorsque 80% au minimum des éléments que nous avons notés sur le papier sont réels, sont vérifiables. Nous pouvons le vérifier après coup. Le second type de séance réside dans une carte muette. Nous faisons un plan sur une feuille de papier, comme une cartographie que vous pouvez retrouver dans les cartes routières. Ici, il n'y a pas de pourcentage de réussite optimale. Simplement, nous essayons d'avoir le maximum d'éléments. Plus les éléments seront vérifiés, plus nous estimons que la séance sera réussie. Lorsque vous réalisez ce genre de séance sur une carte, pensez aux différentes interprétations que vous pouvez faire inconsciemment. Si vous avez les contours d'une maison dessinés, avec peut-être uniquement les murs extérieurs, les murs intérieurs, généralement on ne dessine pas ou on ne représente pas ni les fenêtres ni les portes, pensez que la taille des pièces peut influencer. Imaginons une terrasse, on pourrait imaginer très bien deviner où elle se trouve, et en devinant cette terrasse, deviner ou imaginer quelle serait l'orientation de la maison. Une terrasse serait plus propice à être orientée sur le quart est, sud-est, sud. La taille des pièces est importante. Une petite pièce abritera sûrement les toilettes. Justement, il faut avant tout essayer de, lorsqu'on réalise ce genre de plan sur une carte, trouver le maximum d'éléments. Lorsque vous faites ce genre de séance sur un plan, partez toujours des éléments les moins vérifiables vers les plus vérifiables. Ainsi, avec une certaine peut-être lassitude ou certains automatismes, vous ne réfléchirez plus vraiment aux fonctions de ces pièces ou à l'orientation. Ça sera beaucoup plus simple. Vous n'aurez pas posé la question auparavant, mais ça vous influencera sûrement moins. Donc généralement, nous commençons par essayer de dessiner ou de découvrir le réseau Hartmann. Donc vous dessinez ces différentes lignes qui sont orientées nord-sud et est-ouest. Petit à petit, votre carte se dessine. Une fois que cela est fait, essayez de deviner les cours d'eau ou les failles
qui se trouvent sur la carte. Ce seront les éléments qu'on ne pourra pas vérifier sur le terrain, donc ce seront nos hypothèses. Et une fois que toutes ces hypothèses seront réalisées, procéder aux éléments vérifiables, c'est-à-dire essayer de deviner l'orientation de la maison. Logiquement, le réseau Hartmann devrait beaucoup vous informer sur l'orientation, mais faites-le quand même, ne serait-ce que pour avoir l'orientation nord-sud. Une fois cela fait, essayez de deviner les points d'eau de la maison. Donc comme je disais, certaines pièces, petite taille, pourraient être celles des toilettes. Donc évidemment, ces toilettes se trouvent contre un mur. C'est généralement le cas. Donc pour cette pièce, vous retrouverez facilement le point d'eau. Ça peut être une façon de vérifier ou de calibrer lorsque vous faites votre séance. Mais essayez de trouver les autres points d'eau, les éviers, dans la cuisine, les lavabos, dans la salle de bain, les arrivées d'eau, pour tout ce qui est lave-linge, lave-vaisselle peut-être, également les robinets à l'extérieur, pour jardiner. Vous voyez, il y a beaucoup de points d'eau. On pourrait même imaginer les tuyaux. Si vous avez des gros tuyaux pour des plans d'appartements dans des immeubles, vous avez peut-être des gros tuyaux qui traversent de haut en bas à la verticale tout l'immeuble et ainsi trouver ce genre de tuyauterie. Ça pourra nous aider grandement pour la suite. Ensuite, essayez de deviner les fonctions des pièces. Est-ce une chambre, un salon, une salle de bain? De la même manière, faites attention à peut-être essayer de ne pas vous fier à ce que vous avez donné comme information avec les points d'eau, parce qu'il est rare d'avoir une chambre avec des points d'eau, quoique. Mais essayez de le deviner. Une fois tous ces éléments, on va dire, plus ou moins simples, vous allez arriver sur peut-être des éléments plus difficiles à trouver, mais qui seront extrêmement pertinents. Parce que généralement, c'est un point unique dans la maison. Essayez de deviner où se trouve s'il y a une box internet. Où est-ce qu'elle est posée? S'il y a des animaux, où sont posés leurs paniers? Où est-ce qu'ils aiment s'endormir, par exemple? Vous aurez ici un point unique dans la maison. Une fois terminé, il ne reste plus qu'à vérifier. C'est aussi simple que ça. Donc vérifiez si tout est bien placé. Les points d'eau, la fonction des pièces, les box internet, si vous aviez fait les disjoncteurs électriques, pourquoi pas, la fonction des pièces, l'orientation. Plus vous aurez d'éléments, et plus vous pourrez confronter vos résultats. Ainsi, essayez de faire un simple ratio. Le nombre d'éléments correctement placés, divisé par le nombre total d'éléments que vous pensiez identifier, et vous multipliez ce résultat par 100. Ça vous donnera un pourcentage de réussite. Vous pourrez ainsi, comme ça, comparer diverses séances de vision à distance. Ce qui est intéressant, c'est que si votre pourcentage est assez élevé, on parlait de 80% auparavant, on peut utiliser ce même ratio, pourquoi pas. Si ce ratio est élevé, vous pourrez très bien en déduire que parce que vous avez identifié correctement des éléments vérifiables, alors les éléments difficilement vérifiables sont correctement trouvés, c'est-à-dire le réseau Hartmann, les failles ou les cours d'eau. Donc en conclusion, vous pourriez très bien continuer votre analyse et décider, définir où sont les nœuds Hartmann, les nœuds néfastes, etc., etc. Et votre séance commence à avoir un certain intérêt. On ne réussit pas forcément du premier coup. Il y a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage lorsque nous réalisons quelle que soit l'activité, mais elle est assez flagrante lors des visions à distance. Lorsqu'on fait une première vision à distance, on réussit assez bien à décrire la cible, à décrire tout l'environnement. Et puis, plus vous continuez à réaliser des séances, et votre réussite est de moins en moins flagrante. Et le niveau de réussite diminue fatalement, jusqu'à arriver à un niveau très très bas, finalement. Il nous était arrivé d'avoir vraiment des échecs flagrants, où on se trompait complètement de cible, complètement de résultats, et on ne savait pas forcément pourquoi. Et il ne faut absolument pas se décourager. On apprend, finalement, à chaque séance, on apprend de ses erreurs, et c'est justement grâce à tout cet apprentissage qu'on va pouvoir rebondir et s'améliorer. On va comprendre ce qui nous a induit en erreur, on va comprendre comment mieux se concentrer peut-être, et c'est généralement ça qui va nous permettre d'avoir des séances de vision à distance de meilleure qualité, avec des résultats plus pertinents, et généralement, quand les résultats augmentent, on observe au cours du temps que ces résultats augmentent petit à petit, jusqu'à revenir à cette première session où on avait tout trouvé, on avait complètement réussi. Donc il ne faut pas se décourager lorsque vous continuez, c'est normal d'avoir un peu moins de succès au fil du temps. Donc n'hésitez pas
à aller consulter évidemment notre livre pour apprendre différentes techniques, pour aller un petit peu plus loin, et justement apprendre à dépasser cette notion d'échec pour vous en servir et progresser davantage dans au travail intuitif. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à une prochaine fois pour un nouveau podcast des projets scientifiques intuitifs. Merci.